Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour la seconde FAQ de notre saison 4 du podcast de Nakan. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à une question, mais avant ça, j'aimerais faire un petit errata sur notre première FAQ. Ça commence assez mal si lors de la deuxième FAQ on doit déjà commencer avec un errata de la première, mais effectivement j'ai dit un peu une bêtise, en tout cas j'ai mélangé un tout petit peu les choses quand j'ai répondu à la question sur les boissons isotoniques hypotoniques, puisque comme nous l'a très justement signalé Sébastien après avoir écouté notre FAQ, une boisson isotonique, ça ne veut pas forcément dire qu'elle contient le nombre, la quantité de sucre qu'on va avoir besoin, qu'on va consommer, puisque évidemment, si on boit plus de quantité de boisson, on va prendre plus de sucre et moins de quantité, etc. Donc du coup, voilà, c'est pas vraiment la quantité de sucre qui va faire qu'elle est isotonique ou hypotonique, mais c'est l'osmosité de cette boisson qui va être équivalente à celle du plasma sanguin. Donc voilà, un petit peu la rectification que je voulais faire. Donc tout le reste de l'explication qu'on a donnée dans la première FAQ reste correct, c'est-à-dire que par rapport aux zones d'intensité plus basses qu'on veut entraîner sur le vélo, il faudra apporter moins de sucre. Tout ça, ça reste valable. Mais par contre, effectivement, la définition stricto sensu de la boisson isotonique, c'est tout simplement que pour avoir une meilleure assimilation de tous les oligo-éléments, de tout ce qu'il y a dans cette boisson, elle a une osmosité qui est équivalente, ou en tout cas quasiment égale à celle du plasma sanguin. Donc voilà, pour une meilleure absorption. Donc voilà pour le rectificatif de ce premier point. Et puis aujourd'hui, je vais répondre à une question qui nous a été envoyée par un auditeur. C'est un auditeur qui est très très proche du podcast, puisque on l'entend régulièrement dans l'épisode. Cet auditeur qui peut-être ne souhaiterait pas forcément que je le cite pour sa question. En tout cas, il a posé la question suivante. Pour des données de course à pied plus précises, est-ce que ça vaut vraiment la peine de regarder pour un capteur Stryd ou en tant qu'utilisateur de montre Garmin, est-ce que le Footpod de Garmin peut suffire? Donc effectivement, question intéressante, puisque vous le savez, je suis un grand utilisateur du Stryd, je suis un grand amateur de ce petit capteur qu'on place sur la chaussure, qui permet notamment de mesurer, en tout cas d'évaluer la puissance de course à pied, et donc de baser son entraînement de course à pied sur les données de puissance, mais pas seulement, puisque le Stryd va donner d'autres indicateurs, comme par exemple être déjà un capteur très précis en termes de mesure de distance et d'allure en course à pied, donc beaucoup plus précis que ce que pourra vous fournir le GPS de votre montre, quelle qu'elle soit. Et puis ce capteur, il va également donner des indications d'oscillation verticale, de temps de contact au sol. Il va donner des informations d'élasticité et de retour d'énergie au travers de l'élasticité des jambes, donc au travers de l'élasticité musculaire, du travail des tendons, etc. Donc ça va permettre vraiment d'avoir des indications assez intéressantes sur sa foulée. Et puis va donner une indication par rapport à la puissance qui est le form power. En français, ils appellent ça puissance verticale, mais en fait, c'est plus généralement toute la puissance qui n'est pas utilisée directement pour la propulsion. Et puis ça permet aussi d'avoir un œil sur son efficacité de course pendant qu'on court. Donc voilà, le Stryd n'est pas seulement un capteur de puissance de course à pied, mais vraiment un capteur assez complet qui nous fournit plusieurs informations différentes. Et voilà, l'opposé à un Footpod de Garmin. Alors déjà, il faut définir qu'est-ce que on appelle Footpod de Garmin, parce qu'il y a deux choses qui peuvent être entendues là-dedans. La première, c'est vraiment le capteur de foulée, donc l'accéléromètre qu'on met sur la chaussure et qui va se substituer au GPS pour la distance et la vitesse qui était proposé par Garmin, parce que était proposé, Garmin ne le produit plus, c'est-à-dire que ne le propose plus au catalogue. Garmin juge que ces montres, au travers du GPS, fournissent des informations suffisantes pour les coureurs à pied qui veulent s'entraîner. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, parce qu'à mon avis, le GPS reste très aléatoire dans certaines situations. Et quand on s'entraîne sur la piste, par exemple, et qu'on a envie d'avoir une allure extrêmement précise, le GPS est tout simplement inutilisable. Même en mode piste, sur la piste, vous avez peut-être utilisé le profil de course sur piste, qui va donner une trace très très propre du couloir dans lequel on court sur la piste, mais néanmoins, ça va continuer à donner des données d'allure instantanée qui sont assez aléatoires en fonction des conditions de réception du GPS. Donc, pas de solution miracle pour l'allure instantanée. Et donc, Garmin a décidé d'arrêter de produire ce Footpod. Donc, si vous en avez un parce que vous l'aviez acheté à l'époque, eh bien, vous pouvez l'utiliser. Ce sera toujours mieux que le GPS de la montre. Par contre, je vous conseille vraiment
si vous utilisez le FootPod de Garmin ou n'importe quel autre FootPod, eh bien de le calibrer correctement avant, c'est-à-dire que vous allez courir idéalement de nouveau sur une piste pour avoir une idée exacte de la distance qu'on parcourt, mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est d'aller sur un parcours qui est étalonné, sur lequel vous savez que vous avez couru par exemple 1 km ou 2 km ou 4 km, et puis ensuite vous étalonnez la distance que vous avez obtenue avec votre FootPod par rapport à la distance réelle que vous avez parcourue. Et Garmin propose aussi depuis quelques temps maintenant un pod qu'on va fixer non pas à la chaussure mais qu'on va fixer à la taille et qui va permettre de mesurer d'autres paramètres comme l'oscillation verticale, comme par exemple le temps de contact au sol, et puis extrapoler une donnée de puissance propre à Garmin au travers d'un champ Connect IQ de Garmin. Donc voilà, est-ce qu'on parle de l'un, est-ce qu'on parle de l'autre? Maintenant on va répondre de manière générique avec tout ça. Pour moi, il y a une chose qui est assez claire, et vous l'aurez compris dès mon introduction, c'est que je considère que le FootPod de Garmin est toujours inférieur en termes de quantité de données qu'il peut donner par rapport au Stride. Puisque le FootPod, celui qu'on va vraiment fixer sur sa chaussure, eh bien, il va uniquement fournir des données d'allure et de distance, mais il ne va pas fournir d'autres indicateurs. Si on prend maintenant le RD Pod, donc le Running Dynamics Pod, donc celui qu'on va fixer à la taille et qui va nous donner des données d'oscillation verticale, de temps de contact au sol, donc celui-là, il va se rapprocher un petit peu des métriques avancées mesurées par le Stride, mais lui, par contre, il ne fournira aucune donnée d'allure ou de distance. Donc voilà, de nouveau un petit choix à faire. Idéalement, si on veut rester chez Garmin, il faudrait le FootPod plus le RD Pod, mais ça commence à faire beaucoup de capteurs à utiliser en même temps. Et donc du coup, pour moi, la solution quand même référence du marché aujourd'hui pour avoir des métriques qui sont intéressantes et qui sont complètes au niveau de la course à pied, eh bien ça reste évidemment le capteur Stride. Le capteur Stride qui va nous donner l'intégralité des mesures avec un seul capteur. Et puis, par exemple sur une montre Garmin, eh bien qui va fournir toutes ces données au travers d'un champ Connect IQ, et donc on va retrouver toutes les données d'une part dans Garmin Connect après son entraînement, mais ensuite on peut les synchroniser directement et automatiquement vers le Stride Power Center pour avoir ces données vraiment dans la plateforme d'analyse de Stride pour une analyse complète. Donc ça reste pour moi voilà, la solution la plus complète. Effectivement, le Stride c'est un certain budget au niveau de la mesure, au niveau d'un petit capteur comme ça, il faut compter un peu plus de 200 € pour le capteur Stride. Donc voilà, ça reste un budget quand même relativement conséquent, mais par contre je pense que l'investissement en vaut la peine pour les coureurs sérieux qui ont vraiment l'intention d'utiliser ces données pour leur entraînement. Et puis même si on n'utilise pas les données de puissance, les données d'oscillation verticale, etc. pour 100% de ces entraînements parce qu'on n'en a pas besoin, eh bien le Stride au quotidien sera la meilleure façon d'avoir une donnée d'allure et une donnée de distance qui sera la plus cohérente possible pour son entraînement. Et ça, rien que pour ça en fait, à mon avis, le Stride vaut son prix. Donc voilà. Donc j'espère avoir répondu de manière aussi complète et aussi argumentée que possible à cette question. C'est avec plaisir que je vous retrouvais pour cette FAQ. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à l'entraînement sportif, par rapport à tous les autres domaines, la technologie dans le sport ou tous les sujets qu'on évoque sur le podcast, eh bien on vous répond volontiers. Et puis s'il y a des questions qui nécessitent d'avoir l'avis d'un expert, eh bien évidemment qu'on planifiera un épisode de la série régulière du podcast pour y répondre aussi. Donc voilà, tous vos inputs sont les bienvenus pour des thématiques, pour des sujets, que ce soit pour les FAQ ou pour le reste de la saison du podcast. Et puis avec Hermano, on vous retrouvera avec grand plaisir dans une semaine pour un épisode de la saison régulière du podcast de Nakan. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne pratique sportive, de très bons entraînements, une très bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve mercredi prochain avec grand plaisir. À bientôt!